Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Claire André qui est bruiteuse. Bonjour Claire et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, je suis ravie d'être là. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Alors donc je m'appelle Claire, je suis bruiteuse, ça fait à peu près 12 ans que je fais ce métier. Et en gros, le bruitage, c'est recréer les bruits qu'on est censé entendre dans un film et qui n'ont pas été enregistrés au moment du tournage ou qu'on doit refaire pour diverses raisons. Et donc mon métier, c'est de fabriquer des sons à l'aide d'objets très hétéroclites. Ça va de la paire de chaussures, un morceau de métal, à du bois, à n'importe quoi, pour donner la sensation au spectateur que ce qu'il entend est le vrai son qu'on entendrait dans la vie réelle. Le bruiteur qui m'a formée, il m'a toujours dit un bon bruitage, c'est un bruitage qui ne s'entend pas. Quand on fait du bruitage, il faut qu'on ait toujours en tête que notre son, il doit paraître naturel pour le spectateur et que le spectateur, à aucun moment, il se dise « Tiens, ça c'est du bruitage ». Il faut vraiment qu'il pense que le son qu'il entend provient du film et à aucun moment il se dise que le son qu'il entend a été fabriqué derrière, que ce soit les bruiteurs ou les monteurs son. Donc un bon bruitage, il faut qu'il passe tout seul dans l'oreille du spectateur, quoi, qu'il n'y ait pas d'interrogation sur ce qu'on fait. Du coup, un bon bruitage, c'est un bruitage qui s'entend pas, quoi. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales nécessaires dans ta profession ? Les compétences, il y aurait déjà une bonne mémoire auditive. On a vraiment, ce que je vais dire, une banque de sons dans la tête. On sait exactement que telle chose fait tel son. On va s'y référer un peu tout le temps. Quand on voit quelque chose à l'écran, on va se dire bon bah ça c'est censé faire tel son, donc je sais quel type d'objet je vais aller chercher en fonction de ce que je veux faire. Et en même temps, je dois avoir une bonne mémoire de tout mon matériel. Je sais exactement quel bruit fait chaque objet que j'ai dans mes valises. Et du coup, quand j'ai un son à faire à l'image, je sais quel son moi je veux entendre et je sais quel objet va faire le son que je veux entendre. Donc ça demande quand même une bonne mémoire et une bonne organisation. Et au-delà de ça, ce qu'on demande à un bruiteur, c'est d'être un peu interprète du son. On a un peu un rôle de... On n'est pas acteur, mais on interprète quand même ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire que si le personnage, il marche et qu'il est fâché ou qu'il est triste, il va pas avoir la même démarche dans l'une ou l'autre des situations. Donc ça, c'est à nous de l'interpréter, de voir que le personnage, il est dans telle situation, donc on va le faire plus ou moins marcher énergiquement ou fâché ou autre. Du coup, on interprète beaucoup ce qu'on voit à l'image. Et on doit aussi être synchrone. Ça, c'est un peu la base qu'on attend d'un bruiteur. C'est-à-dire qu'on va faire les sons en direct sur l'image, un petit peu. Donc on essaye d'être le plus synchrone à l'image quand on fait notre bruit, de sorte qu'il n'y ait pas trop de recalage derrière par le monteur son ou l'ingé son qui nous enregistre. Ça, c'est un truc qu'on acquiert avec le temps. C'est vraiment un exercice de rapidité d'exécution. En tout cas, ou de réactivité face à l'image, on est censé être capable de faire les sons assez rapidement sur une image. Et du coup, pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Vers le cinéma, je pense que j'ai toujours aimé ça. Aussi loin que je me rappelle. Enfin, j'ai des souvenirs de films qui m'ont marqué quand j'étais petite, de films d'animation surtout. C'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup d'animation. C'est vraiment le style qui me passionne depuis toujours. Et en gros, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que j'avais vu un making-of d'un film d'animation où le sound designer expliquait vraiment son travail. Et il expliquait que en animation, on part vraiment que d'une image. Il n'y a aucun son direct, il n'y a pas de son de tournage. On part d'une page vide. Et du coup, on a vraiment tout à recréer de A à Z. Et ça laisse quand même une grande part à l'imaginaire et à la créativité par rapport à un film de vue réelle où on est censé juste faire des sons réels. Là, on a une liberté bien plus grande. Et ce making-of-là, il m'a vraiment fait un peu tilt. Enfin, il y a une petite ampoule dans ma tête là, qui s'est allumée, qui m'a dit « Tiens, ça a l'air pas mal comme métier ». Et du coup, je me suis intéressée à ça. Et j'ai trouvé le métier de bruiteur, qui est
pas tout à fait le même que son designer, du coup, vu qu'on fait les bruits, on fabrique les bruits avec des objets, mais ça, je sais pas, ça a éveillé quand même un grand intérêt en moi de pouvoir fabriquer quelque chose sur des films. Ok, et du coup, quel cursus t'as suivi et qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à une personne qui voudrait devenir bruiteuse? Alors, le bruitage, il n'y a pas de formation, il n'en existe aucune. On est bruiteur en étant assistant d'un autre bruiteur pendant plusieurs années. Mon cursus à moi, du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel en son, dans le but de me former au métier du son, parce que je connaissais pas trop le métier de bruiteur à la base, et je connaissais personne pour me former. Donc j'ai fait ça, et après j'ai trouvé un bruiteur qui m'a pris en stage. Donc là j'ai pu découvrir vraiment le métier et me dire que c'était vraiment ça que je voulais faire. Mais trouver un bruiteur pour se former, c'est pas évident, on n'est pas très nombreux en France, on est 30-40. Du coup je suis allée en fac, j'ai fait une licence et un master en cinéma. Et là, j'ai fait un stage sur un tournage, et grâce à une autre stagiaire, j'ai trouvé un bruiteur qu'elle avait rencontré et qui a accepté de me former, de me prendre en assistante quelque temps. Et il m'a formée, et en plus, oui, ça tombait bien, il faisait beaucoup de séries d'animation, et vu que c'est ce que je voulais faire, c'était l'homme de la situation. Et du coup, il m'a formée pendant quelques temps, et après, je me suis lancée toute seule. Et du coup, là, à l'heure actuelle, est-ce que toi, tu prends du coup des assistants bruiteuses? Non, j'en prends pas parce que l'économie de l'animation, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est pas... Enfin, quand moi j'étais assistante, j'étais pas payée pour être assistante. J'étais là en séance et je faisais un boulot d'assistana, mais sans être officiellement là. Donc c'est compliqué de demander à quelqu'un d'accepter de faire ça, de venir sans être payé, c'est pas évident. Et à côté de ça, j'ai pas toujours du boulot tout le temps, toute la semaine, donc c'est pas évident non plus de trouver quelqu'un qui puisse venir juste 2 jours par semaine, par-ci par-là. Faut qu'il y ait quelque chose à côté. Là, à ce moment-là, quand j'ai été assistante, moi j'étais à la fac, donc j'alternais entre cours et présence en studio, donc c'était très bien, j'avais pas besoin d'être payée pour être là, et j'avais le temps d'être là, mais c'est pas évident forcément de trouver quelqu'un dans le même cas de figure que moi. Ok, ah oui, 30-40, c'est quand même pas énorme, du coup, ça va être un peu compliqué aujourd'hui de venir. C'est pas évident, oui, surtout que ça fait quand même déjà pas loin de 10 ans que l'économie du cinéma et des séries a un peu baissé. C'est vrai que les producteurs ont tendance à essayer d'éliminer le poste d'assistant pour gagner des sous sur le budget du film. C'est un poste qui... les producteurs ont tendance à plus trop voir l'intérêt de ce poste-là, donc il a tendance à être enlevé. Du coup, c'est de plus en plus compliqué d'emmener des assistants sur des films pour être formés. Donc déjà, on n'est pas nombreux, et en plus, ceux qui sont là, ils ont du mal à amener des assistants. Donc oui, à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué de former quelqu'un. Ouais, donc la future nouvelle génération, c'est pas donné pour l'instant, quoi. Non, et ça nous inquiète un peu, parce qu'on a plusieurs bruiteurs qui partent à la retraite. Et on ne sait pas trop comment on va arriver à former correctement les suivants, même s'il y en a quand même qui arrivent. Hein. Il y en a quelques-uns qui arrivent à être assistants, mais il y a 20 ans en arrière, c'est bien plus simple d'être assistant et de devenir bruiteur que maintenant. Et du coup, ça fait le pont avec ma prochaine question. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant? Ce qui a changé, la technique a pas mal évolué. Quand même, mine de rien, il y a eu quand même de grandes avancées technologiques. On travaille beaucoup avec un logiciel qui s'appelle Pro Tools. C'est via ce logiciel qu'on a enregistré. Ce logiciel, il a beaucoup évolué dans toutes les possibilités qu'on peut faire avec. Par exemple, mettre des reverbs, enlever des clics, enlever plein de choses. On peut vraiment travailler le son qu'on enregistre directement en studio. Il y a des choses qui sont apparues comme la vignette. Bon, ça commence à être vieux. La vignette, c'est une petite pré-image qu'on trouve quand on travaille. Donc on a l'image du film. Et on a en haut à gauche la même image, mais en tout petit, et avec 1 seconde d'avance sur l'image principale. C'est ce qu'on appelle la pré-image. Et cette image, elle nous permet de tout anticiper sur ce qui va arriver. Donc on a toujours dans le coin de l'œil 1 seconde d'avance sur l'image principale pour tout anticiper, oui. Ça, c'est apparu quand même assez récemment. Ça a quand même bien changé le métier. Et c'est pas trop perturbant, justement, d'avoir les 2 images comme ça? C'est un exercice.
Au début, oui. Puis après, non, on s'y fait. Je sais pas, c'est un exercice, quoi. C'est à force de travailler avec cette image-là, on arrive à dissocier les deux ou à associer les deux, au contraire. Je peux passer facilement de l'un à l'autre. Par exemple, je peux juste regarder la pré-image du coin de l'œil pour anticiper mon son, ou au contraire, je peux regarder que la pré-image et tout bruiter avec 1 seconde de retard. Enfin, je décale tous mes sons d'1 seconde par rapport à ce que je vois. Il y a une petite gymnastique qui se fait, mais qui se fait avec le temps à force de travailler avec. Ok. Et du coup, à part le logiciel, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont changé? Peut-être, je sais pas, les accessoires avec lesquels tu fais les bruits? Non, ça reste assez classique. On a toujours les mêmes bases d'accessoires. Après, on trouve tout le temps de nouvelles choses, hein, mais ça reste tous les objets possibles et imaginables qu'on trouve partout. Il n'y a pas de secret là-dessus. N'importe quel objet fait du bruit peut être utilisé. Et du coup, quels sont les autres postes qui existent au sein de l'équipe bruitage? Tu as parlé de sound designer, par exemple. Un sound designer, c'est un peu comme un monteur son, sauf qu'il va aller plus loin dans le montage du son. Lui, il va vraiment créer des sons, mais via d'autres sons qu'il a déjà enregistrés et qu'il va modifier sur ordinateur. C'est un peu comme un bruiteur, sauf que lui, il fabrique des sons via d'autres sons, là où moi, je fabrique des sons avec des objets. Son designer, il travaille que sur ordi, mais il peut enregistrer des sons comme un bruiteur et après les manipuler sur son ordi pour fabriquer quelque chose d'autre. Genre des bruits de vaisseau, des pistolets laser, tout ça c'est du sound design. C'est vraiment de la création de sons à partir d'autres choses. Là où le montage son, c'est uniquement prendre... Enfin, c'est uniquement... Je vais pas rétrécir à ça, mais c'est prendre des sons et les appliquer sur l'image. Pour le bruitage, je travaille avec un ingénieur du son. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'enregistre, qui est dans l'ordinateur et qui enregistre tout ce que je fais. Et son boulot à lui, c'est de faire en sorte que mon bruitage, il s'intègre bien dans le son général du film. Donc il va vérifier à ce que je sois pas trop proche ou trop loin du micro, il va faire attention à l'acoustique, et après, si je suis pas très bien calée, il va recaler mes sons, et pourquoi pas pré-mixer pour que mon bruitage s'intègre dans le reste du montage son, et ne s'entende presque plus, quoi. Enfin, il fait en sorte que mes sons passent dans le son général, en fait, du film. Et du coup, c'est pas forcément le même ingénieur du son que pendant le tournage, je suppose? Non, pas du tout. Il y a des ingé-sons qui... Enfin, les ingé-sons tournage et les ingé-sons post-prod, c'est vraiment deux métiers différents. On se croise pas du tout en tournage ou en post-prod. Ceux qui m'enregistrent, c'est soit des ingé-sons qui font que ça, ou qui enregistrent aussi du doublage ou autre chose, soit souvent c'est le monteur son ou le mixeur du film qui va venir m'enregistrer. Et comme ça, eux, ils savent ce qu'ils veulent pour leur film. Et du coup, justement... pour les films, contrairement à l'animation, comme tu as dit, tu parles d'une page blanche pour l'animation, mais pas pour les films. Comment ça se passe pour travailler avec les sons qui sont déjà fournis par l'ingé son durant le tournage, etc. En film de prise de vue réelle, on a le son direct donc, qui a été enregistré au moment du tournage, et on a aussi le travail du monteur son, qui a déjà commencé à travailler en amont du bruitage. Tous ces sons-là, moi je les ai le jour de la séance de bruitage, et je vais vraiment me reposer dessus, je vais écouter ce qu'on entend, et je vais essayer de refaire les mêmes sons. Donc s'il y a des pas à refaire entre deux pas qu'on garde, je vais devoir écouter les pas du direct et essayer de refaire exactement le même son. Donc trouver la bonne paire de chaussures qui reproduit le son des pas que j'entends dans le son qui a été enregistré en tournage. Et du coup, qui décide de garder les sons du réel du tournage ou de les refaire? Ça c'est le monteur son. Ok. C'est lui qui te donne des indications, en gros, en mettant ici refaire le bruitage. En fait, lui, il va récupérer tout le son du tournage et il va faire le tri entre les voix et le reste pour après ce qu'on va faire une VI. Alors une VI, c'est une version internationale, c'est-à-dire que c'est tout le son du film sans les voix. Donc si dans un tournage, on n'entendait pas mais qu'en même temps il parle, ce son-là, il va le mettre dans les voix, mais du coup ça sera plus dans la partie VI, enfin, ça va être enlevé du reste du son. Du coup moi il faut que je refasse les pas au moment où il parle. Par contre si le même personnage marche mais il parle pas en même temps et que les sons de pas sont propres, ils vont aller déjà dans la VI.
il y a un petit micmac comme ça de dispatch de sons enregistrés au moment du tournage, de ce qui est gardé pour la VI et de ce qui part uniquement en VF en version française. Et du coup, moi je sais que si on me demande de faire une version internationale, une VI, je dois vraiment quasiment tout rebruiter de A à Z, hors les petits trucs qu'on aura pu garder du son direct. Mais généralement, il n'y en a pas beaucoup. Et tout à l'heure, justement, tu parlais de banques de sons que tu avais en tête, mais est-ce qu'il y a aussi des vraies banques de sons? Est-ce que vous gardez justement entre deux films, tu vois, les pas ou je sais pas, les éclats de verre, enfin je sais pas, des trucs qui peuvent se réutiliser peut-être plutôt facilement? Alors les monteurs son, eux, ils travaillent avec des banques de sons, donc ils ont des centaines et des centaines de sons de tout. Le bruitage, moi je garde rien de ce que je fais. Le but du bruitage, c'est aussi de faire un peu du sur-mesure à l'image. On fait jamais deux fois le même son. On s'appuie. Tout à l'heure, je disais que j'interprétais l'image. Je fais vraiment en fonction de l'image et pas un truc un peu générique. Du coup, ce que je fais pour un film, je vais jamais le réutiliser tel quel pour un autre film. Ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, celui qui m'enregistre, s'il est monteur son ou autre, lui, s'il y a des sons intéressants dans ce qu'on a fait en bruitage, il peut les garder et les mettre dans sa banque de sons pour l'utiliser sur autre chose. Mais les bruiteurs, nous, on garde jamais ce qu'on a fait. Okay. On refait tout à chaque fois. Et du coup, aujourd'hui, 100% des films passent forcément par du bruitage, on est d'accord? Oui. Il n'y a aucun moyen d'avoir assez de son sur le tournage pour que ce soit... Non. En tournage, non, c'est impossible. En tournage, l'ingé son, il va vraiment s'intéresser aux voix. C'est le principe, c'est le plus intéressant, c'est le plus important, en tout cas. Et du coup, tout ce qui est à côté, généralement, ça passe un peu à la trappe, ou c'est pas sa priorité du tout. Et au-delà de ça, le perchman, il peut pas être partout. Donc si à un moment, il faut entendre le gars qui marche 10 mètres derrière, il y a personne qui enregistre ses pas. Donc là, le bruiteur, il est obligé d'intervenir. Et en plus de ça, des fois, je sais pas, s'il fait une poignée de porte, mais que la porte sur le plateau, elle fait un bruit pourri, oui, ils vont pas la garder, donc nous, on va la refaire avec une jolie poignée de porte. Je dis poignée de porte, mais ça peut être n'importe quoi. Y a plein de choses qu'on va refaire parce que le son du direct était moche, ou parce qu'il y a eu un avion à ce moment-là et qu'ils vont le couper après en post-prod parce qu'ils veulent pas l'avion, ou alors l'acteur a bafouillé, du coup, faut refaire en post-synchro la voix de l'acteur, et du coup, tout ce qui aura été enregistré derrière, ça va partir. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on refait du bruitage derrière. Donc à l'heure actuelle, non, c'est impossible de faire sans bruitage. Même si on faisait qu'avec du montage son, ce serait possible théoriquement, mais ce serait pas aussi beau qu'avec du bruitage. Et du coup, d'ailleurs, comme tu es en relation avec le ou la monteuse son, comment ça se passe? C'est en parallèle que vous travaillez? Il ou elle t'envoie les fichiers, toi tu rajoutes ton bruitage, etc. Il y a un peu des allers-retours, ou c'est d'abord tout est fini de son côté, et il t'envoie tout son travail et toi tu refais par-dessus et tu lui renvoies? Alors ça dépend un peu. Généralement, le monteur son, lui, il commence avant le bruiteur. Il dégrossit déjà beaucoup de travail et comme ça nous permet de voir là où il y a des manques, là où il peut pas lui faire certaines choses. Et il va nous demander à tel endroit, j'ai besoin de bruitage. Et donc on fait notre bruitage quand il n'a pas tout à fait fini de travailler. Comme ça, quand nous on a fini le bruitage, il récupère nos sons et il va pouvoir les intégrer à son montage son. Et voir, encore une fois, là où il y a des manques, où il y a des ajouts à faire. Donc c'est une continuité. Il n'y a pas des allers-retours qui sont faits normalement une fois que tu envoies le bruitage, c'est rare que ça te soit renvoyé pour en rajouter. Non, pas du tout. Mais on n'attend pas que tout le montage son soit fait ou que tout le bruitage soit fait. Oui, il y a quand même une notion de parallélisation. Ouais, c'est ça. Donc du coup, si tous les films doivent être bruités, et vous êtes que 30-40 en France, ça doit être un peu intense de réussir à tout doubler tout le temps, parce qu'entre les séries d'animation, les films, maintenant avec les plateformes aussi, il y a de plus en plus de films qui sont faits. Alors pas tant que ça, il y a eu des périodes où c'était chargé, mais pas toujours. En fait, sur un film, on a entre 5 et 10 jours de travail. Donc au final, ça va assez vite. Pareil, sur une série d'animation, généralement, j'ai une ou une demi-journée par épisode. Donc sur une semaine, je peux faire pas mal de minutage. On a quand même, ces derniers temps, pas mal réduit le temps de travail des bruiteurs, ce qui fait qu'on peut faire beaucoup plus de projets
en une année. Donc au final, on n'est pas surchargé de travail alors qu'on est très peu, quoi. On arrive à tout gérer parce qu'on a des temps assez courts sur des projets. Là où le monteur son, il va avoir 2-3 mois de montage son sur le film, nous on a 5 jours. Sur un mois, on peut en faire 4 des films. Tu as travaillé sur une centaine de projets, dont des films comme Au revoir là-haut de Albert Dupontel, le documentaire Apprendre de Claire Simon, ou encore la saison 7 de Totally Spies. Comment est-ce que tu abordes des projets aussi différents ? La méthode est la même, que ça soit de l'animation ou de la vue réelle, que ça soit du court, de la série, c'est toujours le même principe. Ce qui va changer, c'est surtout si c'est de l'animation ou de la vue réelle. Parce qu'en animation, déjà, il y a beaucoup plus de choses à bruiter. Comme je disais, on part de zéro, donc il y a un travail qui est quand même plus important. Et surtout, on n'a pas la même approche en termes de son. Surtout Totally Spies ou Guy des cafards ou ce genre de séries qui sont très cartoon. Les bruits qu'on va faire, ils sont tous très exagérés ou assez décalés, on va rajouter des poètes et des whoosh et des trucs qui n'existent pas dans la vie réelle. Là où sur le documentaire Apprendre, clairement c'est un documentaire, donc il faut que ça soit hyper réaliste, faut même pas qu'on entende que ça soit du bruitage. Donc je vais faire des sons beaucoup plus légers, beaucoup plus délicats, c'est pas la même approche du son, quoi. Il y a le son bourrin de l'animation, puis le son délicat du documentaire. Donc suivant le projet, je vais pas y aller de la même façon et je vais pas réfléchir le son de la même façon. Après, la façon de faire, c'est la même. C'est juste le son final, ça sera pas le même. Et du coup, justement, qui va te valider que c'est assez, tu vois, là, comme tu as dit, c'est un peu plus brut dans les séries animées, qui va te dire, là, c'est peut-être pas assez, insiste plus, ou c'est trop, parce que du coup, c'est juste avec un ingé son, finalement. Ouais, c'est souvent mon ingé son. Je considère que l'ingénieur du son, c'est vraiment un binôme avec le bruiteur. Et en plus, c'est lui qui a le casque, c'est lui qui entend ce que je fais, donc c'est lui qui me dit si ce que je fais, ça marche ou pas. Donc généralement, il me dit beaucoup, si c'est bien ou pas, si c'est assez, si c'est trop, si c'est bon. Après, il y a le monteur son derrière qui va me dire des fois, sur tel épisode, c'était pas assez, ou sur tel autre, c'était trop. Sur les séries, il y a un aller-retour qui peut se faire. Sur le documentaire ou sur du film, il y a moins cet aller-retour, mais à force, avec les années, on a quand même une culture du son qui se met en place et on sait que sur tel film, il faut tel type de son, sur tel autre, il faut... on réfléchit différemment suivant les projets, mais ça vient aussi avec le temps et à force de regarder des films et des séries. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant, il y a beaucoup moins de contrôle sur le son que sur l'image. Par exemple, j'ai l'impression que du coup, réalisateurs et réalisatrices sont pas du tout derrière le montage du son, derrière le bruitage, etc. finalement. Ouais, c'est très rare que j'ai les réalisateurs en séance, à part les courts-métrages. Sinon, c'est assez rare. En série, j'en ai jamais. En documentaire, un petit peu. Généralement, c'est le mixeur qui a le dernier mot, du coup, sur ce qu'on fait. C'est lui le grand chef son final. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu utilises comme type d'objet du quotidien? Tu as dit que tu avais tes valises. Déjà, est-ce que c'est à toi? Est-ce que tu as des studios? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des techniques un peu spéciales pour créer certains sons? Alors, mon matériel, tout est à moi, oui. Les bruiteurs, on a des dizaines et des dizaines de valises chacun, qu'on stocke chez nous généralement. Et dans ces valises, tu trouves vraiment de tout. On y passerait 2 heures si je devais tout te citer. Mais ça passe de toutes sortes de chaussures, que ce soit des talons, des tennis, des chaussures de ski, des crampons de foot, vraiment de tout. On a plein de matières, du bois, du métal, du verre, des feuilles, de la terre, du sable, toutes sortes de choses. On a beaucoup de jouets, on a des instruments de musique, on a de la vaisselle, beaucoup de vaisselle, et puis toutes sortes d'objets comme des lunettes, des montres, des pansements, des parfums, tout ce que tu peux trouver chez toi, on est censé l'avoir dans nos valises pour pouvoir refaire n'importe quel bruit. Et si on n'a pas un objet, par exemple si je fais un film et il a un violon, j'ai pas de violon, il faut que j'en emprunte un à quelqu'un ou que j'en achète un pour le film. Et après, pour la technique, pour créer un son, soit j'ai une idée en tête et je sais avec quel objet je vais réussir à faire le son que j'ai en tête, soit j'ai pas trop d'idées et là je vais aller un peu fouiller dans mes valises jusqu'à trouver un son qui m'intéresse, quitte à le combiner avec plusieurs objets. Il y a des sons où je vais utiliser 2 ou 3 objets pour faire juste un son. Il y a
une petite combinaison comme ça à trouver, mais ça vient en fouillant, en essayant. Des fois dans la rue, j'entends un truc et je me dis ah bah tiens, pour faire telle chose, ça serait cool. Enfin, il y a un peu de facteur chance, je tombe sur un son sympa, que ça soit dans mes affaires ou dans la rue. Et il y a aussi le facteur où je sais ce que j'ai comme son disponible et je vais les combiner dans ma tête et voir si ça fonctionne en vrai. Et est-ce qu'il y a des sons du coup plus ou moins durs à recréer ? Ceux qui n'existent pas dans la vraie vie, déjà. Faut trouver un son qui fonctionne sur l'image et qui peut plaire au réalisateur, parce que derrière le réal, il écoute quand même ce qu'on fait, mine de rien. Puis après, il y a des sons qui sont pas évidents à refaire, tout ce qui est mécanique, où là, généralement, c'est plutôt le travail du monteur son, mais des fois, on nous le demande à nous aussi. Et là, moi, j'ai un peu du mal avec ces sons-là. Genre les bruits de machine, les trucs comme ça, c'est pas toujours évident à fabriquer. Et à l'inverse, c'est quoi les bruits ou le son que tu préfères créer ? Tout ce qui est gluant, j'aime bien, c'est rigolo. Tout ce qui est boue, un peu visqueux, tout ça, c'est... Et du coup, tu fais comment pour faire en sorte que ça fasse vraiment beaucoup de bruit ? Parce que souvent, ce genre de choses, au final, ça fait pas trop de bruit, tu vois. Même si tu mets le micro proche, j'ai l'impression que quand tu joues avec peut-être de la boue ou quoi, ça fait pas tant de bruit, quoi. Alors qu'à l'image ou dans un film, on entend vraiment un vrai bruit, mais qu'on recrée pas vraiment dans la réalité. Non, on exagère. Il y a beaucoup de choses, même en vue réelle, qui sont exagérées dans les films. Comme, je sais pas, un coup de poing. T'entends un vrai coup de poing, ça fait quasiment pas de bruit, et c'est assez moche comme son. Un coup de poing de cinéma, ça fait classe, ça fait cinéma, quoi. La boue, on exagère aussi un peu. Non, on se rapproche pas forcément du micro, c'est juste qu'on y va franchement. Enfin, on fait un son qui est plus gros que ce qu'on peut entendre dans la réalité, mais sans forcément se rapprocher du micro. C'est plus la manipulation de l'objet qui fait ça. Du coup, à quel moment tu intègres le projet et qui t'appelle ? Est-ce que c'est réal, production ? C'est la production qui appelle. Il nous appelle quand la post-prod commence, mais généralement le montage image il est déjà bien avancé, voire fini. Il nous appelle plus au début du montage son, ça prend plusieurs semaines comme je te disais. Du coup il nous appelle à ce moment-là parce que là on voit un peu le temps dont on aura besoin pour bruiter le film. Ils nous appellent pas trop avant parce qu'ils savent pas encore à quoi va ressembler le film, donc ils savent pas combien de temps on va avoir besoin derrière. Mais ils nous appellent pas trop tard non plus, qu'on ait le temps de voir le film et parce que, du coup, parler au monteur son. Comment tu fais pour évaluer le temps qu'il te faudra du coup sur un film ? Alors malheureusement, c'est plus trop les bruiteurs qui évaluent le temps de travail. C'est plus des questions financières qui décident du temps de travail. Mais sinon, on nous envoie le film, dont le montage image est fini, et en fonction de ce qu'on voit à l'image, on se rend compte de s'il nous faut 5 jours ou 10 jours. Ça dépend de s'il se passe beaucoup de choses, si c'est un film d'époque avec des armures, ou si c'est juste un repas de famille, c'est pas les mêmes temps de travail. Et d'ailleurs, tu fais comment aussi pour bruiter genre plusieurs personnages, ou quand il se passe plein de choses en même temps, parce que t'es toute seule, je suppose, tout le temps. Ouais. On fait un perso par un perso, chacun son tour. Et après, vous mixez le tout, quoi. Et après, on mixe le tout. Et l'avantage de notre logiciel, c'est qu'on a autant de pistes qu'on veut. Et je vais faire une passe de ce qu'on appelle les présences, c'est les bruits de vêtements. Ça, je peux faire tout le monde en même temps, sauf s'il y a des choses particulières, mais généralement, on arrive à suivre tout le monde en même temps. Et après, les pas, on va séparer personnage par personnage. Des fois, on peut faire des groupes si vraiment tout le monde marche en même temps. Et puis après, les objets, c'est pareil. On va faire... il pose le verre, je vais faire... Il pose le verre, on s'arrête. Après, l'autre, il mange, je vais faire l'autre qui mange. Puis il y en a un qui se lève, donc je vais faire la chaise. On fait vraiment son par son, l'un après l'autre. Généralement dans l'ordre dans lequel on les voit, histoire de pas se perdre. Et puis petit à petit, comme ça, on va construire la séquence jusqu'à avoir à tout bruiter, alors qu'il se passe 15 choses en même temps dans la seconde. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi ? Oui. Déjà, je travaille dans un auditorium de bruitage. Donc c'est une salle qui est un peu particulière, pour visualiser un peu. C'est une grande pièce, généralement, où sur les côtés, on a des portes et des fenêtres, pour pouvoir faire les bruits
des différentes portes ou fenêtres qu'on peut avoir dans le film. On a un bassin pour faire de l'eau, si on a besoin de faire quelqu'un qui nage ou quelque chose comme ça. Et on a plein de sols différents par terre, qu'on a plusieurs parquets, on a du carrelage, du béton, et la zone qu'on va appeler extérieure, ou cabane, où on peut mettre de la terre, du sable, enfin tout ce qui se passe en extérieur, qui a pas tout à fait la même acoustique qu'en intérieur. Et ces auditoriums, souvent, ils ont ce qu'on appelle une acoustique variable. C'est-à-dire qu'on a des rideaux sur les côtés qu'on peut ouvrir ou fermer pour faire plus ou moins mat l'acoustique. Et si c'est enregistré dans une maison vide, ça va résonner beaucoup plus que si on enregistre dans une chambre avec du velours partout, quoi, par exemple. Donc ça, on peut déjà pas mal travailler le son en direct. Et du coup, le matin, j'arrive, je pose toutes mes valises, et on va, avec l'ingé son, regarder séquence par séquence, et travailler séquence par séquence. Donc, comme je disais, on commence par les présences, puis les pas, puis tous les objets. Une fois que la séquence est finie, on l'écoute, si tout va bien, on passe à la séquence d'après, et on recommence. Présence, pas, et les objets, et ainsi de suite, comme ça toute la journée. Et du coup, dans cet auditorium, vous êtes plusieurs bruiteurs, bruiteuses à venir ou les auditoriums, oui, c'est... Tout le monde y passe. Enfin, il y a quelques bruiteurs qui ont des auditoriums personnels, mais la plupart, c'est des auditoriums qui sont un peu partout dans Paris et en banlieue, et on y va quand on nous appelle. Il y a une semaine, je vais aller à M Studio, une autre semaine, je vais aller à Yellow Cab. Enfin, il y a plein d'endroits dans Paris, et on y va tous, un peu à tour de rôle. Mais ça se passe comment? C'est genre un truc que tu loues toi-même, que c'est la Non, production qui loue? Ah oui, ouais. Okay. C'est la prod qui va louer le studio et qui va nous mettre dedans avec l'ingé son pour chaque projet. Contrairement au métier du son, le bruitage n'est pas récompensé dans le cinéma. Penses-tu qu'une récompense pourrait voir le jour? On pourrait être inclus dans l'équipe son pour les Césars, ce serait pas mal. Une distinction à part, je pense pas que ça soit très utile. Surtout la plupart des gens savent même pas que ça existe, donc ce serait compliqué de créer cette catégorie. Mais dans l'équipe son qui est récompensée au César, il y a l'ingé son plateau, le monteur son, le mixeur. Rajouter le bruiteur, ça coûterait pas grand chose, et ça serait sympa parce qu'on apporte quand même énormément au niveau créatif sur une bande son de cinéma, et c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'on n'y figure pas alors ce que le spectateur entend, il y a quand même beaucoup de bruitage, quoi. On fait partie de la bande-son d'un film. Et est-ce que tu sais si dans d'autres compétitions ou il y a d'autres récompenses qui incluent les bruiteurs, bruiteuses? Non, pas les bruiteurs spécifiquement. Il y a des récompenses pour le son, mais vraiment son design, montage son. Et ça englobe aussi le bruitage, mais c'est plus pour le son design. Il n'y a pas de récompense bruitage actuellement. C'est toujours le son, et des fois on en fait partie, et des fois on n'en fait pas partie. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur le bruitage d'un film? Non, un son qui a pu me poser un peu de difficulté, c'est sur un épisode de Totally Spies, où à un moment, elle portait... C'était une écharpe ou une jupe, je sais plus, en espèce de métal, mais très fluide. C'est un métal, mais très coulant, comme un tissu métal. Bon, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et j'ai un peu galéré à trouver. C'est vrai que je savais pas comment faire ça, avoir et le son du métal et le son très coulant. Et finalement, j'ai trouvé une je sais pas comment ça s'appelle, une écharpe de danseuse orientale avec des... C'est pas des grelots là, mais des petites paillettes là. Et ce truc-là, ça fait très musical, ce tissu-là, quand on le bouge, mais j'ai fait en sorte de le contenir, que ça sonne pas musique, enfin que ça sonne plus étouffé, et j'ai réussi à faire cet effet un peu métal mou, et ça marchait bien, j'étais contente. Et d'ailleurs, c'est quoi tes accessoires préférés ou ceux que tu utilises le plus? Alors c'est pas mon accessoire favori, mais ce que j'utilise le plus, c'est des gants. En animation, il y a beaucoup d'animaux qui marchent, et les pas d'animaux, je les fais souvent avec des gants, ils ont pas de chaussures. Puis je les utilise pour plein de choses, pour pas me blesser ou pour faire une plus grosse main, enfin bref. Mon accessoire que j'aime beaucoup, c'est un masque en caoutchouc
C'est les masques d'Halloween, en caoutchouc un peu rigide, et quand tu le frottes, ça fait des grincements assez sympas. On est toujours dans l'animation, forcément. Le gant de boxe, j'utilise beaucoup pour faire des coups ou des chutes de corps. Ou, Des chutes de corps? Ouais, Juste tu lâches le gant de boxe? Non. Alors non, je tape avec le gant de boxe au sol pour faire quelqu'un qui tombe. Pour ajouter vraiment du poids, pour éviter de tomber moi-même et de me faire très mal, je tape par terre avec un gant de boxe. Et ça marche bien. Et je me fais pas mal. C'est parfait. En autre son cool, je peux donner un son que je déteste faire, la neige. La neige, le son est hyper sympa à entendre, mais à faire c'est une horreur. On utilise de la maïzena principalement. Et la maïzena, on a beau la mettre dans un sac, ça vole dans tous les sens, et après on est tout blanc, et on tousse, et j'aime bien écouter le son de la neige, mais le faire, c'est pas cool. Et pour le moment, vous n'avez pas trouvé d'autres choses qui puissent à peu près imiter la le son? maïzena, c'est parfait. Mais c'est relou. T'en as d'autres comme ça, des sons vraiment improbables, on pourrait pas du tout deviner que c'est fait avec un truc qui a rien à voir? Plein. Le bruitage, j'ai fait d'objets improbables. Je sais pas, par exemple, pour faire des buissons ou des feuilles, des branches d'arbres, quoi. On va pas aller prendre des vrais buissons. On prend, souvent on fait un gros tas c'est de la bande magnétique. Aujourd'hui, on sait plus ce que c'est de la bande magnétique. C'est un peu comme de la bande de VHS ou de cassette audio. Quand tu en fais un gros tas, ça a une texture un peu de feuille. C'est assez marrant. À ça, j'ajoute du feuillage en plastique et ça fait assez bien illusion. Ça marche bien. En improbable, il y a la maïzena pour faire la neige. Mais parce qu'on peut pas ramener de la neige en studio non plus. Non, des trucs qu'on peut bien détourner pour faire un bruit de feu. On peut utiliser un balai en paille. Et quand t'écrases bien la paille sur elle-même, ça fait un peu le crépitement du feu. Ça marche bien. Bon, sauf que maintenant c'est plutôt les monteurs son qui calent des sons de feu. C'est rare qu'on fasse du feu en bruitage. Parce que quoi, c'est un petit peu trop le même son qui revient et donc du coup il n'y a pas besoin de faire un son spécifique? Non, c'est juste qu'il y a tellement de sons enregistrés en banque de sons que ça sert à rien de perdre du temps en bruitage à refaire un truc qu'on peut facilement faire en montage son. Comme le bruit d'une porte ou... Il y a des choses, il y en a tellement dans les banques de sons. C'est facile pour eux de le coller, donc pas d'intérêt à ce qu'on le fasse nous en bruitage. On n'apporterait rien. Et je me demandais aussi, genre il y a un son à chaque fois qui, je trouve, il est toujours stylé. C'est le son aussi quand les gens ils fument, tu vois. Il y a un son genre. Le crépitement. Ouais, le crépitement il est incroyable. Enfin moi j'aime trop ce son. Ouais. Mais du coup, ça c'est quoi? C'est de l'autre côté que c'est fait? Parce que ça, en plus, c'est un son que t'entends jamais. C'est ça qui est marrant, c'est un son très cinéma, quoi. Cinéma, ouais. Exactement. La cigarette de cinéma fait toujours un bruit fantastique qui n'existe pas en vrai. Ça, on utilise un peu le même principe que le feu, c'est des petits ballots un peu de paille ou d'herbe très sèche. Et pareil, on les presse. J'aurais dû te ramener. On les presse, on les écrase et ça fait ce petit crépitement tout mignon là qui colle très bien à la cigarette. Et que si on l'entend pas, ça marche pas. Mais oui, de fou, c'est que mais à chaque fois, je sais pas, je trouve que c'est vraiment, ça donne un cachet au truc, on sait qu'il y aura ce bruit, mais ça fait classe la cigarette ça, du coup, parce que ça fait du bruit. Et ça rend drôle parce que comme d'hab, c'est vraiment un truc qui est pas du tout, t'entends pas du tout ça dans la vraie vie, quoi. Mais il y a plein de trucs comme ça dans le cinéma, t'as des sons qui sont un peu dans la culture collective. Quand tu regardes un film, tu sais que le coup de poing, il fait pfff. Tu sais que la cigarette, elle crépite, et tu sais que s'il y a un vélo qui passe, ça fait dring dring. Enfin, il y a des trucs très standards en son dans le cinéma que t'entends tout le temps. C'est un peu rassurant pour le spectateur, je pense. Un truc comme ça. Bah, c'est vrai, et en plus, du coup, si tu l'entends pas, tu vas dire que ça fait pas réaliste, entre gros guillemets, alors que c'est ça qui est réaliste, mais t'es tellement habitué à certains trucs. Il y a des sons, si on les entend pas au cinéma, ça marche pas. Est-ce que tu aurais quelques petites anecdotes? Petite anecdote sur le film Arco, un film d'animation. L'animation était pas toujours très avancée sur ce film-là. Du coup, on devait souvent bruiter un peu sur des animatiques, c'est-à-dire une image mais qui est pas totalement animée, qui bouge un peu de façon saccadée. Et il y avait toute une séquence où ils avaient
pas tout dessiné. C'est une séquence où il y a des personnages qui ont beaucoup d'objets dans les bras, des objets qui n'existent pas dans la vie réelle, mais de tout et n'importe quoi, mais qui étaient juste dessinés très basiquement. C'est des ronds et des carrés en gros. Et ils m'ont demandé de bruiter un peu ce que je voulais, de faire le bruit que je voulais sur les objets, et de leur donner mes sons, et ils ont fait l'animation, ils ont fait dessiner les objets en fonction de ce que moi j'avais fait moi en bruit. Donc c'était une façon assez intéressante, pour une fois, de bruiter. J'ai fait ce que je voulais, et puis ils dessinent en fonction derrière. Ah oui, c'est l'inverse Oui, normalement c'est l'inverse, je regarde l'image, et suivant la tête de l'objet, je vais faire le son qui marche. Là, j'avais liberté. Du coup, t'as fait de la neige? Non, j'ai pas fait de neige. Non, j'ai fait toutes sortes d'objets. J'ai mis un peu de métal, j'ai mis un peu des trucs mous, j'ai mis des trucs un peu grinçants. Enfin, je me suis amusée à faire plein de textures différentes. Et on verra au résultat final, à voir ce qu'ils ont dessiné sur ce que j'ai inventé au son. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Maquettistes. Ceux qui font les maquettes pour des films. Souvent, t'as l'impression que c'est un vrai décor, mais en fait, c'est une maquette. Ah, tu vois, tu le connais pas celui-là. Non, je le connaissais pas. Et ben voilà. Du coup, il y a ce métier fabuleux qui est de faire des maquettes. Il y a pas mal de films qui utilisent. Ça se voit généralement quand même un peu parce que c'est très figé. Et du coup, ils filment par exemple les explosions ou quand il faut détruire un pont ou des trucs comme ça ou un porte-avions, surtout dans les vieux films. Alors maintenant, avec l'image de synthèse, c'est vrai qu'il y a peut-être moins recours aux maquettes, mais avant. Tu vas dans Star Wars ou dans n'importe quel film d'action, quand il y a un truc à faire exploser, souvent ils faisaient exploser une maquette. Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration en live d'un bruitage? Ça fait grave bien. Même en regardant là, c'est très bien. Sur le parapluie. Après, normalement, il faudrait rajouter un peu d'eau. Tu sais, je prends une petite bassine d'eau et puis je fais la même chose mais dans de l'eau. Et le mix des deux, ça fait de la pluie sur le parapluie. Merci beaucoup Claire. Bah de rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.